Sinon, pardon. Bonjour à tous, en présentiel, en distanciel, bienvenue dans cette conférence. Merci Olivier Catera d'être là, merci à Janie Cardia d'avoir co-organisé cette conférence. C'est toujours un plaisir pour nous, à Les Irois, d'accueillir les conférenciers. Et alors, pour démarrer, je vais juste présenter les excuses de notre directeur, François Garde, qui aurait apprécié être là et qui m'a demandé de le représenter, mais il ne pouvait pas être ici et à Cayenne en même temps, puisqu'il a dû se déplacer, je crois, un jury d'HDR à Cayenne, c'est la raison de son absence. Bienvenue à Les Irois. Je nous souhaite une bonne conférence, de bons débats. Et je vais laisser la parole à Jenny qui représente l'IESF, co-organisateur de cet événement. Merci Jenny. Merci beaucoup. Donc, Jenny Cardia, je suis effectivement représentant de l'IESF Réunion. Nous avons créé l'association en 2020, juste avant la triste période du Covid. Et donc, vous avez les excuses de Frédéric Rougemont, qui est président de l'association, qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Et il était assis là-haut ce week-end pour une inauguration et il a peut-être pris froid, m'a-t-il dit, mais en tout cas, il nous suit peut-être en visio comme certains d'entre vous. Donc, pour rappeler l'USF, c'est une association reconnue d'utilité publique depuis donc, le 22 décembre 1860. C'est une association qui a pour vocation de représenter le corps des ingénieurs et des scientifiques au niveau national et sur la région Réunion. Donc c'est l'USF Réunion qui a été créée. Donc les principales missions, c'est de rassembler les personnes physiques, comme aujourd'hui, et morales, pour promouvoir, maintenir et défendre les intérêts moraux et culturels et socio-économiques des ingénieurs et scientifiques, qu'ils le soient dans la formation ou les fonctions qu'ils exercent. De contribuer à la promotion de la culture scientifique et technique, de contribuer donc, au rayonnement de l'USF et également donc, de mener des opérations comme celle-ci. Je remercie Olivier Catera de m'avoir sollicité dans ce sens parce que c'est vrai que c'est la deuxième conférence que nous organisons à La Réunion, après celle de l'an dernier qui était sur le téléphérique de Saint-Denis. Et donc je le remercie de nous présenter sa vision pour l'innovation et le métier associé au métier d'ingénieur. Je peux rappeler que l'IESF est toujours disponible aussi pour vous renseigner sur quel est le parcours pour devenir ingénieur et également pour développer des activités communes. Donc merci encore de cette séance et bonne conférence. Merci. Merci Jenny Damien. Est-ce que, je ne sais pas si tout le monde entend, en tout cas ici? Oui, dans la salle, ça va avec la voix qui porte? Donc je ne sais pas si ça a rebondi. On va voir. Non, il était coupé. Donc on va voir, ça va peut-être marcher. Ah voilà, ça marche différemment. Donc ça sera mieux aussi pour... C'est bien qu'il marche maintenant, c'est le moment le plus important. Exactement. Donc merci Jenny Damien, au nom de l'USF, d'avoir organisé cette conférence. Et Joël Gilester, professeur Gilester, pour l'accueil sur Les Irois. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Olivier Catera, je suis professeur à Réunion Business School. Alors, c'est paradoxal d'être professeur dans une école de management et de venir ici dans une école d'ingénieurs. Mais je vais parler de problèmes aussi techniques, technologiques et comment les entreprises, notamment en faisant évoluer leur modèle économique, permettent de répondre à ces défis, notamment les défis de la transition écologique et surtout de la transition énergétique, puisque je suis le secteur, je vais repartir sur mon profil et mon parcours,
Je suis secteur de l'énergie depuis plus de 20 ans. C'est à cette époque où je faisais ma thèse de doctorat en convention chiffre, financée par une entreprise qui s'appelle à l'époque Electragal Groupe Suez, sur l'ouverture des marchés d'électricité, que j'ai eu la chance de travailler avec Janine Damien-Cardia, donc il y a plus de 20 ans, sur voilà, la libération du secteur. Et je me suis toujours intéressé au secteur de l'électricité et du gaz, puis des énergies renouvelables, notamment de enseignants-chercheurs, en créant un master spécialisé conjointement avec Grenoble IND, une école d'ingénieurs sur la place grenobloise, et une école de management sur Grenoble, GEM. Et puis j'ai ensuite été détaché dans un pôle de compétitivité pour accompagner à la fois des très grandes entreprises dans leurs projets d'innovation collaborative, des PME et des startups, des entrepreneurs qui participaient à des projets collaboratifs. Donc j'ai été délégué Europe et développement du pôle TNR10, qui est le pôle de compétitivité pour la transition énergétique en région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai fait un petit peu de conseil en stratégie dans le secteur de l'énergie chez Yale Consulting, qui accompagne des opérateurs comme Enedis et RTE dans leur stratégie de Smart Grid notamment. Et je suis présent sur l'île de la Réunion grâce à une invitation de l'IHEDN qui tient ses journées d'études demain et après-demain, puisque à côté de mes activités d'enseignant-chercheur, je m'intéresse beaucoup aussi aux questions de géopolitique, en étant officier de réserve dans la Marine nationale depuis plus de 20 ans aussi. Donc concrètement, mes propos vont être structurés en 2 temps. Partager avec vous un diagnostic sur les crises qui sont devant nous, les ruptures qui apparaissent et comment des nouveaux défis se présentent à nous, et dans quelle mesure les entreprises, à travers l'évolution de leurs modèles économiques, vont pouvoir adresser des solutions, organiser des réponses face à ces défis. Donc, alors le défi, vous le connaissez, celui qui vous préoccupe le plus aujourd'hui, et c'est l'actualité de la COP28 qui se tient en ce moment aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï en particulier, au-delà du la Covid-19, la crise économique qui n'est pas terminée aussi, on voit l'explosion de la dette dans de nombreux États, la montée de certains populismes liés à nos problèmes économiques. Derrière nous, c'est le défi du changement climatique, avec l'accélération de phénomènes extrêmes, aussi bien sur les zones insulaires comme la Réunion, que pareil en métropole ou dans de grandes zones sur la planète. Et pour reprendre les mots du président de la République, aujourd'hui on n'y est pas. C'est-à-dire en termes de réponse, en termes de solutions, de niveau d'engagement, on n'adresse pas encore les bonnes solutions et les bonnes réponses. Donc le but c'est de comprendre un petit peu ce diagnostic, cette situation, et comment on va pouvoir y être. Alors sur la situation, pour essayer de définir aussi pourquoi ces défis sont difficiles, sont complexes, c'est que notre monde, tel qu'on le vit aujourd'hui, est dans un phénomène d'accélération et de forte turbulence. On le définit souvent comme un monde VUCA. Je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, qui est un acronyme anglais pour volatile, incertain, uncertain, en anglais, complexe et ambigu. Et ce monde VUCA, c'est caractérisé par les services d'influence sur la géopolitique. À quoi correspond ce monde? C'est un monde où les vitesses et les ampleurs des changements s'accélèrent, liés notamment à la pression par l'innovation, par l'accélération de lancement de nouveaux produits, mais en même temps, ces changements ils génèrent de l'incertitude, parce qu'il y a des ruptures de règles, de normes, de nouveaux paradigmes. Finalement, quand on additionne cette volatilité, cette incertitude, on est dans des phénomènes complexes, avec de multiples variables interdépendantes. Et si on essaie d'analyser ces situations, et bien en fait, l'analyse, elle peut être ambiguë, c'est-à-dire qu'on peut avoir des signaux contradictoires. Donc ce monde VUCA, c'est un monde qu'on a du mal à décrypter. Et pourtant, ce phénomène est émergent, il est déjà en train de se passer. Il va falloir se positionner, il va falloir amener des réponses à ce monde en turbulence. Alors dans les turbulences que vous connaissez, vous avez vécu, nous tous, des périodes de rupture externe, c'est-à-dire la pandémie du Covid-19, des impacts sur les approvisionnements, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, des problèmes de sourcing, puisqu'on est dans un monde aussi globalisé. On connaît aussi des ruptures externes comme des conflits, bien sûr la guerre en Ukraine, depuis quelques semaines maintenant aussi l'accélération des turbulences au Moyen-Orient qui viennent bousculer aussi notre capacité à nous projeter. On est rattrapé directement par ces incertitudes,
Concrètement, c'est toujours sur les marchés, les phénomènes d'explosion des prix, d'approvisionnement. Vous avez connu la crise du gaz, l'augmentation de l'inflation, et j'imagine qu'aussi ici sur les réunions, vous avez vu l'augmentation des prix, même s'il y a aussi des politiques publiques de temporisation. Concrètement, sur les marchés, en tout cas français et européens, de l'énergie, on voit ici une évolution sur 20 ans des prix de l'électricité et des explosions sur l'année 2022-2023. Alors aujourd'hui, on atterrit un peu plus doucement sur ces évolutions, mais clairement des incertitudes qui remettent en question l'activité de certains artisans pour payer leurs factures, qui ont été multipliées par 10 sur l'année 2022 et l'hiver 2023, et puis des industriels qui n'ont pas redémarré leur activité. Moi, je viens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plusieurs sites électro-intensifs, énergo-intensifs, qui n'ont pas redémarré ni leurs fours, ni leurs procédés industriels, parce que les coûts d'approvisionnement sont trop élevés. Donc ça, c'est des ruptures liées aux approvisionnements, à la sécurisation du sourcing énergétique, qui posent de vrais enjeux. Dans les sources aussi de turbulences internes qui génèrent cette incertitude, on voit aussi des tensions internes sur les conséquences de l'augmentation des prix sur notre vie ensemble, des tensions sur la cohésion sociale aussi par l'augmentation de la pression économique sur nos approvisionnements, nos prix. Alors, si je fais une petite synthèse et qu'on essaie de se projeter sur les années qui viennent, cette turbulence, ce monde VUCA, caractérisé par l'incertitude, il laisse entendre que des ruptures encore plus importantes pourraient arriver. Vous vous souvenez là, de ce phénomène de transformation, de changement climatique. On est au début de transformation encore plus importante. Alors l'équipe Red Team, organisée autour de la DGA, la Direction Générale pour l'Environnement, a scénarisé un peu, par l'outil de la science-fiction, à quoi pourraient ressembler les conflits demain. Et en fait, les guerres climatiques, en tout cas les menaces liées au changement climatique, sont en train de s'accélérer, montent en puissance. Des problèmes de migration, des problèmes de famine, des problèmes aussi de rupture de nos organisations économiques, de chaînes d'approvisionnement peuvent se multiplier. Et donc, il y a un enjeu aussi d'accélérer la transformation de nos organisations pour éviter que ces phénomènes majeurs se réalisent. Alors, on pourrait dire il faut trouver des solutions pour que la planète s'adapte, pour que l'espèce humaine ne disparaisse pas par rapport à ces ruptures. Mais au final, c'est plutôt nos civilisations qui sont menacées. Mais la vie sur Terre, elle continuera. Les organisations sont là, la vie, la biologie, elle va continuer. Mais en revanche, nous, en tant qu'humains, en tant que société organisée, clairement, nos modèles peuvent être très fragilisés, voire même menacés en termes de fonctionnement par ces ruptures. Alors, si on suit de manière un peu plus précise encore les indicateurs, vous avez peut-être été familier de ce qu'on appelle le jour du dépassement, quand on analyse ce que la Terre produit en une année et ce que l'empreinte humaine génère en termes d'externalité, en termes de pollution, de consommation plutôt. On voit que nos civilisations occidentales, plutôt développées, consomment beaucoup plus que ce que la Terre peut naturellement générer dans une année. Et le Stockholm Resilience Center, le centre de résilience de Stockholm, qui est un think tank suédois, a analysé en fait 9 limites planétaires pour essayer de suivre quels sont les indicateurs qu'il faut analyser pour voir si notre système est en surchauffe ou en surconsommation. Et dans leurs dernières analyses, des limites planétaires ont déjà été dépassées. Donc il y a un enjeu de transformation rapide de nos modes de consommation pour éviter une accélération du phénomène de fragilisation, voire même d'effondrement de nos systèmes. Alors, ces 9 limites, c'est la pollution de notre environnement par des fluides chimiques, l'affectation des sols, l'acidification des océans, la perturbation du cycle de l'eau douce. Ils analysent ces vecteurs et il y a un phénomène d'accélération de nos empreintes sur l'environnement. Alors on verra comment on peut gérer aussi ces seuils de limites planétaires. Et si on les projette, alors les plus inquiets sont ce qu'on appelle les collapsologues,
vous avez peut-être suivi il y a 2-3 ans les travaux de Pablo Servigne ou de Raphaël Stevens, qui avait écrit des essais à succès sur comment tout peut s'effondrer, les menaces en fait de ce basculement de nos systèmes de production, de consommation, parce que en se basant sur les travaux du Club de Rome, qui datent déjà il y a plus de 50 ans, ils analysaient que nos phénomènes de croissance et de consommation ne pouvaient pas être soutenables indéfiniment, et donc il y avait un risque de basculement, de seuil qui menaçait nos systèmes. Donc cette collapsologie, cette approche sur nos systèmes, elle craint un effondrement de nos systèmes. Alors le but aussi, c'est de prévenir ces modèles et puis de s'adapter en essayant de transformer nos modes de production et de consommation. Alors, vous suivez l'actualité aussi, j'imagine, les débats actuels, justement, on parlait en introduction, de dépendance aux énergies fossiles. Notre monde, nos sociétés développées aujourd'hui sont droguées aux énergies carbone, le charbon, le gaz, le pétrole. Dans nos systèmes de développement économique, on est encore ultra dépendant. Plus de 80% du mix énergétique aujourd'hui est carboné. Donc on a un vrai défi d'accélération de notre transition énergétique. Comment passer d'un monde de stock fondé sur des consommations d'énergie fossile à un système de flux basé sur des énergies décarbonées, nucléaires ou renouvelables. Et ça, c'est le défi de notre génération, de votre génération. Je m'adresse aux élèves ingénieurs qui sont ici. Vous êtes les chevilles ouvrières de cette transition, tant technologique, mais on va le voir aussi sociétale, puisqu'en fait, il y a des réponses technologiques, mais en fait, pour adopter les technologies, on va voir qu'il y a des enjeux d'organisation des marchés, d'organisation des entreprises et d'organisation de nos sociétés. Alors, si on se projette sur les travaux du GIEC, le groupement intergouvernemental pour le climat, les scénarios aujourd'hui validés normalement à la COP21 à Paris visaient à une augmentation de plus 1,5 degré d'ici la fin du siècle. En fait, on se rend compte qu'on a dépassé déjà les 450 ppm, l'unité de concentration du CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. On sait que déjà, là, les transformations n'ont pas eu lieu. Donc ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts, mais il faut aussi se préparer peut-être à une évolution du climat avec un plus 2, plus 3, espérons-le pas plus 4 degrés, mais les dynamiques sont là, et aujourd'hui les transformations n'ont pas commencé. Donc il y a un enjeu là de basculement de nos organisations. Et on l'a vu, il y a des variables sociales, économiques, financières qu'il va falloir intégrer. Et j'espère pouvoir éclairer sur des nouveaux modèles économiques qui nous permettraient de transformer nos systèmes de production et de consommation. Alors, dans un département, une région d'outre-mer comme la Réunion, on met en place aussi, à l'instar de l'Union européenne ou des autres régions françaises, des engagements, Fit for 55, donc des engagements de la politique européenne, la stratégie de Repower Europe pour redévelopper des moyens de production d'énergie en Europe. On a vu notre fragilité, notre exposition aux approvisionnements étrangers, notamment russes, mais aussi d'autres pays exportateurs d'énergie fossile. Et il y a un enjeu aujourd'hui d'exécuter et d'accélérer notre stratégie nationale bas carbone, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, c'est la programmation, on appelle ça la planification écologique, qui permet de décarboner et donc de rendre plus résilients et moins impactants nos modes de production et de consommation. Alors, la France partait avec un certain avantage par son mix hydroélectrique, nucléaire, notamment pour le volet électricité, mais on reste encore très dépendant d'un approvisionnement fossile, donc carboné. Alors vous avez peut-être suivi ce qu'on appelle la dernière facture énergétique. Le coût d'achat de gaz, essentiellement et de pétrole, il a explosé l'année dernière. En moyenne, la facture énergétique de la France, c'était entre 60 et 70 milliards d'euros d'achat d'énergie fossile. C'est-à-dire que tous les ans, la France achète à l'étranger, aux pays exportateurs de pétrole ou de gaz, entre 50 et 70 milliards d'euros tous les ans en énergie fossile. Donc à la fois il y a un enjeu de déficit commercial, parce qu'on envoie de la richesse à l'étranger pour faire venir des énergies carbonées qui continuent à perturber notre système. Donc là il y a un revirement majeur
dans nos approvisionnements énergétiques à initier. Et on sait que pour faire ce basculement, il va falloir investir. On estime qu'il faut environ entre 60 et 80 milliards d'investissements par an, tous les ans, pour pouvoir transformer nos infrastructures. Donc on parle de sommes colossales. Mais c'est aussi des investissements pour l'avenir qui peuvent aussi être créateurs de richesse et d'activité. Et je termine sur ce graphique en disant que l'année dernière, ce n'était pas 60 ou 70 milliards d'euros, mais c'est plus de 110 milliards d'euros la facture énergétique. Et on a eu un déficit commercial qui n'a jamais été égalé en termes de dégradation, puisque les prix avaient flambé, notre dépendance était encore importante malgré des efforts de réduction. On a eu une facture de plus de 112 milliards d'euros sur une année. Donc imaginez ces sommes qui vont en achat d'énergie fossile pour alimenter nos systèmes qui sont, comme je le disais, encore essentiellement carbonés. Donc là, il y a un vrai défi de faire basculer nos systèmes pour atteindre nos objectifs de réduction de CO2, mais aussi de développement économique basé sur ces énergies propres qu'on pourrait développer et porter nous-mêmes. Il faut le savoir aussi, la France a été condamnée par l'Union européenne pour non-respect de ses engagements du développement d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que certes, on partait avec un avantage d'un mix électrique plutôt décarboné, mais en fait, dans nos engagements européens, on ne les tient pas. Aujourd'hui, on est en retard dans le développement des énergies renouvelables. Donc pour vous, et l'ingénieur Alessier-Roy, dans la filière au bâtiment énergie, devant vous, vous avez des opportunités pour pouvoir participer à ces efforts, aussi bien de sobriété, d'efficacité et de développement d'énergie décarbonée. Alors, cette première partie, c'était partager avec vous un diagnostic. Ce monde en rupture, ce monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, avec des répercussions de la géopolitique, vous l'avez compris, les tensions en Europe de l'Est, des tensions au Moyen-Orient qui bousculent un peu notre capacité de nous projeter, mais aussi des fragilités sociales liées à un endettement trop important, à des retards d'investissement qui nous handicapent sur l'avenir. Donc, en tant que professeur de business school, nous on s'adresse aux entreprises et les entreprises développent des stratégies de responsabilité sociale et environnementale, stratégies de RSE, pour pouvoir faire leur part, bien sûr répondre à la législation, donc les cadres commencent à être clairs au niveau européen, et puis la déclinaison, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, et puis les financements, au public ou privé, pour participer à ces efforts d'investissement. Et ce qui moi m'intéresse ici, ça va être d'analyser un peu quelles sont les réponses que peuvent mobiliser les entreprises et qui ne sont pas les réponses habituelles en fait. Parce que souvent on pense réponses technologiques, techno-push, comment on pourrait mettre en place des nouvelles technologies. On va voir que le saut qui est à faire, il passe aussi par des nouveaux modèles organisationnels. Alors, sur les défis auxquels jeunes ingénieurs vous êtes confrontés, c'est valable aussi pour les directeurs, les professeurs, les directeurs d'école, c'est développer l'innovation et l'entrepreneuriat. Peut-être qu'en plus, on en discutait au préalable, il y a une forte culture entrepreneuriale qu'il faut développer parce que les solutions qu'il faut mettre en place, elles ne sont pas toujours stabilisées, disponibles. Donc il y a une culture d'innovation mais aussi d'entrepreneuriat pour faire émerger les nouvelles solutions. Alors l'innovation, c'est une forme de destruction créatrice, parce que, comme disait Schumpeter, elle vient transformer une situation, amener un nouveau référentiel. Donc on parle souvent d'innovation économique ou d'innovation sociale, qui viennent bousculer, apporter sur le marché une nouvelle valeur, un bénéfice. Alors c'est soit des innovations technologiques, des produits, des process, soit ça peut être des innovations organisationnelles ou marketing que développe l'entreprise, mais aussi, en tant que citoyen, on peut participer à des innovations sociales, comportementales, pour accompagner le changement. En management de l'innovation, sur les 15-20 dernières années, le courant qui s'est le plus développé en management de l'innovation, c'est ce qu'on appelle l'innovation ouverte. L'innovation ouverte, ou Open Innovation en anglais, c'est une méthode de management de l'innovation qui permet de sourcer, d'identifier
des nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles en dehors de l'entreprise. Au lieu de faire de la R&D en interne, une recherche et un développement fermé dans un laboratoire, c'est ouvrir l'innovation et la connecter aux citoyens, pourquoi pas parfois à des partenaires ou des concurrents sur certains sujets et collaborer, notamment dans des projets collaboratifs qui vont permettre de travailler entre un grand groupe, une start-up, une université, des coopératives, pourquoi pas, pour porter des innovations. Donc ce phénomène d'innovation ouverte, il s'est très fortement accéléré et il nécessite aussi des façons de s'organiser différentes du modèle traditionnel de recherche, développement et innovation. Un des défis dans ce management d'innovation et de la gestion de cette innovation ouverte, c'est ce qu'on appelle l'ambidextrie stratégique. C'est comment une organisation, publique ou privée, sociale ou industrielle, va gérer son activité existante, qu'elle va chercher à améliorer, on parle d'exploitation, avec ce qu'on appelle aussi de l'incrémental. Je travaille sur des améliorations de mes procédés, de mes produits, de mes process. Et comment je peux aussi trouver de l'espace pour faire ce qu'on appelle de l'exploration. Donc là, c'est des approches plutôt radicales, plutôt de rupture. Et ça, c'est un vrai défi dans les organisations. Alors, une des réponses, c'est d'avoir à côté des laboratoires historiques des structures qui sont un peu en dehors de l'organisation professionnelle pour ne pas subir la pression. Et ce que je disais tout à l'heure, développer des logiques entrepreneuriales, l'essaimage par exemple, ou des logiques de portefeuille pour pouvoir porter des innovations à côté du processus traditionnel ou en tout cas organisé en interne. Et cette ambidextrie, aujourd'hui, elle va s'accélérer parce qu'on voit que même en améliorant le modèle, on reste encore dépendant aux énergies fossiles dans des modèles consuméristes qui ont des externalités, des pollutions trop fortes. Donc en fait, une des clés là, c'est de repenser nos modèles économiques et nos modèles sociaux à travers ces phases d'exploration. Alors c'est difficile d'identifier ces opportunités, ces compétences, ces savoir-faire en dehors de l'organisation, puisqu'il faut aller les chercher souvent un peu plus loin, dans des univers qu'on ne connaît pas. Alors on était au préalable avant de passer à l'Isérois au cluster d'énergie, le cluster des énergies renouvelables sur l'île de la Réunion, qui rassemble une série d'acteurs, publics, privés, grands ou petits, qui sont actifs sur les énergies renouvelables. Et clairement, dans ces clusters, dans ces pôles de compétitivité, dans ces structures qui animent ce qu'on appelle la triple hélice, elles font rencontrer les universités, les industriels et les territoires. Et par la fréquence des contacts, font émerger des nouvelles idées. On voit que ces accès aux informations passent par la digitalisation un peu de ces réseaux, parce que les contraintes physiques deviennent de plus en plus fortes, et on peut trouver quand même l'accès à l'information dans des systèmes, des écosystèmes plus ouverts. Et sûrement, demain, en fonction des thématiques, on va voir émerger ce qu'on appelle des data systèmes d'innovation, qui sont des écosystèmes digitalisés. On privilégie la proximité, la fréquence des contacts entre acteurs, dans un pôle, dans un cluster, mais de plus en plus, on va voir que sur certaines technologies ou défis, il faudra aller chercher dans des systèmes digitalisés des solutions un peu en dehors du périmètre territorial, donc aller chercher un apprentissage un peu plus lointain, grâce à la digitalisation notamment. Alors on se dit, on va accélérer encore ce phénomène d'innovation, toujours plus, et mon collègue Franck Lagéry, qui est professeur à l'École des Mines de Paris, a écrit un excellent ouvrage que je vous conseille, L'innovation mais pourquoi faire. Il questionne en fait ce mythe social et économique de l'innovation. Alors c'est une très très bonne synthèse sur justement tout ce management de l'innovation et l'excès en fait du système de management de l'innovation, et avec une des clés de lecture qui est de dire la technologie ne va pas répondre à toutes les questions. C'est aussi un message que je vais partager aux élèves ingénieurs. Maîtriser la technologie, mais ce ne sera pas la seule réponse, en tout cas l'unique réponse. Il y a clairement de l'hybridation, en tout cas des nouvelles façons de s'organiser, et sûrement vous travaillez avec d'autres profils dans vos cycles de fin d'études, avec des designers, avec des managers, avec des entrepreneurs qui vont s'appuyer sur vos maîtrises techniques,
mais qui vont les assimiler, les intégrer dans un système, dans une offre, une solution plutôt, qui ne sera pas que technologique. Parce qu'aujourd'hui, on dispose de nombreuses technologies, mais en fait, c'est leur implémentation et leur adoption qui reste un défi. Et ce que défend Franck Ageli, c'est que, clairement, sur les défis de la transition écologique, ce ne sera pas qu'une réponse technologique. On va développer d'autres approches d'innovation managériale et d'innovation sociale qui doivent permettre de réaliser cette transition écologique. Alors si je balaye le spectre des alternatives, on pourrait dire, non, il y a quand même encore des réponses technologiques, le technosolutionnisme, la foi dans la science et dans la technologie, qui pourrait le dire, c'est par là qu'il faut aller. Alors je prenais l'exemple de Jérémy Rifkin, qui est un prospectiviste, qui s'est intéressé à l'hydrogène, qui s'est intéressé aux énergies renouvelables, et qui a proposé la troisième révolution industrielle, il y a une petite dizaine d'années, en expliquant que voilà, on était rentré après la période du charbon, de l'imprimerie, du pétrole, de l'électricité, grâce aux énergies renouvelables et aux technologies distribuées, l'intelligence artificielle, dans la troisième révolution industrielle, où l'industrie 4.0 pour certains, fondée sur les énergies renouvelables, l'hydrogène, les smart grids, les véhicules électriques, et que les technos seraient une des solutions. Sûrement, ça se développe. Mais en fait, il va y avoir des enjeux d'accès aux ressources, aux matériaux, il y aura des enjeux économiques d'accès à ces technologies qui vont s'exacerber. Aujourd'hui, on investit. France 2030, par exemple, la feuille de route stratégique qui est évaluée en ce moment même par la France, pousse dans des investissements importants technologiques. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi d'autres approches. Alors, à l'inverse du spectre, là je vais prendre le modèle presque alternatif qui nous dit non, halte à la consommation, halte à la surenchère technologique. À l'opposé du spectre, on nous dit qu'il faut développer du low-tech, de la technologie à faible impact ou de l'innovation frugale. On peut s'organiser avec la jugale d'innovation. L'innovation frugale, c'est fabriquer localement, avec un faible impact écologique, accessible à tous, avec de faibles coûts économiques, et puis une capacité à être réparable. Donc on ouvre là un autre pan philosophique du développement. Est-ce qu'on cherche à utiliser de plus en plus de technologies, ou au contraire, est-ce qu'on cherche à s'organiser autour de systèmes beaucoup plus résilients, beaucoup plus frugaux en termes d'organisation? Alors, un collègue économiste, Timothée Paris, a défendu une thèse en socio-économique sur l'économie de la décroissance, en disant clairement la quête de la croissance économique, n'a pas de sens, la quête du PIB, le produit intérieur brut, ne doit pas être l'objectif de nos économies, il faut intégrer d'autres indicateurs. Alors, est associé aussi à ça une critique des sociétés occidentales, consuméristes, capitalistes. Donc après, on voit que ça peut être clivant au sein de nos sociétés, de se dire, voilà, finalement, la transition écologique, c'est une transition anticapitaliste qui pourrait mettre à bas toutes nos économies et rentrer dans un cycle de décroissance. Alors, il y a un vrai clivage sur ces visions. J'essaye là de proposer un entre-deux à travers l'ouvrage passionnant de Kate Raworth qui s'appelle La théorie du donut. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un ouvrage qui a une petite dizaine d'années et qui propose en fait de cadrer avec un plafond et un plancher certains objectifs de développement. Et vous allez retrouver derrière, en fond, ces 9 limites planétaires, en disant, bah, tiens, on retrouve les enjeux de dégradation de la biodiversité, d'utilisation des sols, de prélèvement de l'eau, donc tout ce jour du dépassement. Comment on fait pour limiter nos impacts? Donc se fixer volontairement des limites, des plafonds, en disant, voilà, il faut qu'on se fixe des limites à la consommation, mais en même temps, pour des enjeux économiques et sociaux, on fixe des planchers. En disant, ben voilà, parce que tout le monde n'aura pas accès à ces solutions, comment on garantit la nourriture, la
santé, l'éducation, le revenu, la politique et la paix sociale, des égalités, du logement, de l'énergie, bien entendu, de l'eau, qui peut sembler incongru, mais clairement il va y avoir des vrais soucis d'approvisionnement en eau de qualité et de disponibilité. Donc cette économie du donut, vous l'avez compris, le donut, ce beignet, qui est un cercle avec le plafond écologique, un critère environnemental, un plancher social, et en fait, les choix, les modèles économiques, ils sont entre ce plancher social pour vivre ensemble et un plafond écologique pour se garantir un avenir, une durabilité de nos systèmes. Donc ce donut, il est fondé aussi sur des principes, des objectifs plutôt, et des principes organisationnels, au lieu de la quête du PIB, le GDP, Gross Domestic Product, le produit intérieur brut, c'est fixer des nouveaux indicateurs de mesure sur les critères économiques et sociaux, mais pas que économiques, de ne pas penser les marchés comme isolés et complètement intégrés dans un écosystème avec des externalités, des dépendances, de ne plus penser l'acteur économique comme l'homo economicus rationnel individuel, mais dans des logiques de collectif, avec des logiques sociales, penser les systèmes de manière dynamique, donc forcément intégrer une complexité, et puis penser le système non pas dans des logiques linéaires, et vous l'avez déjà compris, dans des modèles circulaires. Et on est encore au tout début d'un basculement vers la circularité. Et on va voir quels sont les leviers qui peuvent aussi accompagner cette circularité. Donc de ne plus être obnubilé par la croissance économique, mais définir des nouveaux indicateurs de performance qui intègrent le social et l'environnemental. Aujourd'hui, nos modèles de priorité sont quand même encore à la relance de la croissance et au développement économique. Et clairement, on sait qu'aujourd'hui, il faut dépasser ces objectifs de croissance économique pour y intégrer d'autres objectifs. On parle de triple bottom line, de compte de résultats à 3 niveaux, économique, social et environnemental. Alors, dans le secteur de l'énergie, on voit qu'on a mobilisé de nombreuses innovations dites incrémentales et que le défi devant nous, il va être de faire le saut vers des innovations disruptives ou en tout cas radicales. Donc une innovation radicale, c'est une innovation qui change, qui impacte très fortement le consommateur, parce que ça va changer les habitudes de consommation, et ça va aussi bouleverser les actifs des opérateurs en place, puisque en fait les attendus, les organisations vont être sur des nouveaux critères. Donc ça bouscule aussi les positions des opérateurs dominants qui ont un intérêt à conserver leur situation, leur rente parfois, et donc il y a un basculement des modèles économiques vers le modèle disruptif. Alors, si je balaye rapidement les innovations incrémentales, le pilotage, la flexibilité, l'effacement sur les comportements éco-efficients, avec les systèmes de management de l'énergie, vous êtes sûrement familier de la norme ISO 50001, la gestion de système de management de l'énergie, des investissements dans l'éco-efficacité énergétique, active ou passive, les systèmes domotiques que vous enseignez ici, mais aussi les systèmes de construction passive, comme construction bioclimatique que vous connaissez ici à La Réunion, de plus en plus d'autoproduction, autoconsommation, donc ça c'est aussi de plus en plus développé. Pour les entreprises, aussi acheter de l'énergie décarbonée, de l'énergie verte, avec des stratégies nouvelles d'approvisionnement, mais surtout peut-être, pour la plupart des entreprises, peut-être transformer, voire abandonner certaines activités qui, malgré certaines innovations incrémentales, ne pourront pas, dans leur configuration actuelle, se décarboner. Donc clairement, on va arriver à des modèles, on va en parler, circulaires, d'économie symbiotique, d'économie de la fonctionnalité, qui sont les nouvelles façons de produire et de consommer. Alors, il me reste encore une petite dizaine de minutes, on sera dans le timing initial. On doit sortir, ce qui n'est pas encore fait, de l'économie linéaire. On s'est sensibilisé depuis quelques décennies à l'économie du recyclage, et encore, on voit que les effets ne sont pas complètement maîtrisés. Et le but, c'est de passer sur une économie dite circulaire.
Alors, il y a une feuille de route qui a été définie par le gouvernement, d'une économie circulaire, mais on est encore au tout début de cette feuille de route. C'est réduire, réparer, réutiliser, bien sûr recycler aussi certains déchets. Donc on est dans une philosophie nouvelle de consommation avec des transformations entrantes et sortantes. Alors l'ADEME définit l'économie circulaire comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, qu'ils soient des biens ou des services, elle vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources. Donc on est dans une optimisation, une efficience dans la gestion des ressources, et un autre objectif de diminution de l'impact environnemental. Donc c'est une rationalité interne, mais aussi une réduction des externalités dans nos modes de production ou de consommation. Donc concrètement, cette économie circulaire, c'est un processus de transformation majeur. Alors j'espère que les jeunes qui sont dans la salle auront embrassé avec appétit ces philosophies d'économie circulaire, puisque ce seront aussi les modèles gagnants. On va avoir des problèmes d'approvisionnement, de renchérissement, et donc il faut imaginer des systèmes de production, des systèmes de distribution, de consommation, de recyclage, qui sont dans cette philosophie circulaire. Donc ça veut dire, dans la partie offre, dans le domaine numéro 1, des approvisionnements soutenables, avec des prélèvements modérés, de l'éco-conception, vous êtes sûrement déjà familier, de l'analyse du cycle de vie d'un produit, de mise en place de systèmes d'écologie industrielle et territoriale, ne plus penser à un acteur de manière isolée, mais dans un écosystème avec des dépendances. Et puis, on va en parler d'économie de la fonctionnalité. Donc, ne plus vendre un produit qui sera consommé puis jeté, mais de vendre, on va avoir des usages, des services qui induisent finalement une durabilité beaucoup plus forte des matériaux, des équipements. C'est vraiment très très important cette logique de fonctionnalité. Et puis, de l'autre côté, aussi mettre en place une consommation plus responsable. Là, c'est des enjeux marketing, psychologiques, de sobriété. Si on ne le fait pas volontairement, on sera rattrapé par des barrières économiques. Le renchérissement des prix va faire qu'on consommera moins. L'augmentation des factures a eu un impact de sobriété, et c'est ce qu'on appelle la précarité énergétique. Ce n'est pas la sobriété, c'est différent. Et bien sûr, du recyclage aussi, parce que malgré tout, il y aura quand même des sorties du système. Alors, un des points essentiels dans ces modèles économiques de transition, on l'a vu en amont de l'économie circulaire, et une des clés associées aussi à cette circularité, c'est l'économie de la fonctionnalité. On l'appelle aussi EFC, pour économie de la fonctionnalité et de la coopération. L'économie de la fonctionnalité, en gros, c'est de ne plus vendre un produit dans une logique consumériste. Je vous vends ce stylo, vous l'utilisez, vous le jetez, mais je vais vendre un service avec des fonctionnalités. Je vais vendre une disponibilité dans la durée d'un service d'écriture, par exemple. Et j'aurai la garantie que je pourrai toujours être équipé alors le stylo n'est pas le meilleur exemple, mais je pensais aux pneus, par exemple. Michelin ne vend plus des pneumatiques en économie de la fonctionnalité, mais vend des kilomètres. Donc au final, ils ne vont plus vous vendre des pneus,